C'est l'heure de votre journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, pour commencer, l'amphithéâtre Arena situé à Ivange, qui sert également de site de production pour les médias Viva, a été fermé hier soir par les forces de l'ordre à la suite d'une perquisition. Selon les autorités, cette opération visait à rechercher une église dénommée Home Church qui utilise cet amphithéâtre chaque dimanche. Cette fermeture s'inscrit dans le cadre d'une enquête judiciaire liée à cette organisation religieuse. Les forces de l'ordre sont revenues sur place cet après-midi avec un autre mandat de perquisition, cette fois concernant l'ensemble de l'immeuble Arena. Les recherches ont été effectuées du 1er au 3e étage, mais aucune anomalie n'a été constatée. La direction informe également les téléspectateurs que l'ensemble des programmes de Viva, notamment les journaux télévisés et les activités commerciales, continuent normalement. L'opération de perquisition n'a pas affecté le fonctionnement du média. Toujours dans les actualités politiques, quel renouveau? C'est la question posée aujourd'hui par la conférence épiscopale de Madagascar dans le message qu'elle a publié. Selon les évêques, il n'existe pas de ligne politique claire et bien définie dans la gestion du pays, ce qui fait que les véritables priorités sont reléguées au second plan. Ils ont particulièrement insisté sur la hausse du coût de la vie, l'insécurité, la corruption, ainsi que les actes d'intimidation. Les évêques ont également dénoncé la valorisation excessive des dirigeants, le musellement et l'arrestation des personnes qui ne partagent pas les mêmes opinions que le pouvoir, ainsi que l'arrivée massive d'étrangers qui suscitent des inquiétudes au sein d'une partie de la population. Dans les actualités sociales, les habitants du Fuktan Ambunjn sont descendus dans la rue hier et ont bloqué la circulation pour réclamer le rétablissement de l'approvisionnement en eau dans leur quartier. Selon eux, les difficultés liées à l'eau s'aggravent depuis quelque temps à Ambunjn et l'approvisionnement ne dure que brièvement dans la nuit pour les ménages. Les habitants refusent également la mise en place d'un calendrier de distribution d'eau. Ils réclament un accès permanent à l'eau courante. Andunena Martina, Nzara Jiansu. Rendez-nous notre eau. Tel était le slogan scandé par les habitants d'Ambunjn hier soir lorsqu'ils sont descendus dans la rue pour bloquer la circulation et réclamer leur droit à l'accès à l'eau potable. Selon leurs plaintes, l'approvisionnement en eau dans le Fuktan Ambunjn ne fonctionne pas normalement. L'eau n'arrive généralement que la nuit, provoquant d'importantes difficultés pour les foyers. Les dépenses liées à l'eau deviennent également très lourdes, puisqu'un bidon d'eau livré coûte désormais jusqu'à 3 milliards. La manifestation des habitants cette nuit se voulait avant tout un appel d'alerte, mais ils affirment qu'ils poursuivront leurs revendications jusqu'au retour à la normale de leur approvisionnement en eau. Les habitants d'Ambunjn attendent des solutions durables. Ils refusent également le système de distribution par tour mis en place, estimant qu'ils ont besoin d'un accès continu à l'eau courante. Toujours concernant les manifestations, les habitants d'Anuspachan refusent la nomination du chef Fuktan et sont descendus dans la rue hier. La circulation a été interrompue pendant plusieurs heures dans le secteur à la suite de cette manifestation. Les riverains espéraient un changement à la tête du Fuktan, mais l'ancien responsable a de nouveau été nommé par les autorités, une décision qu'ils rejettent catégoriquement. Toujours un reportage de Andunena Martina et de Nzara Jiansu. Des barrages ont été érigés hier soir à Anuspachan pour protester contre la reconduction du chef Fuktan. Les habitants ont exprimé leur mécontentement. Selon les manifestants, la localité a besoin d'un nouveau chef Fuktan. Ils demandent également la fermeture du bureau du Fuktan jusqu'à la désignation d'un nouveau responsable. Cette manifestation nocturne des habitants d'Anuspachan a provoqué d'importants embouteillages pendant plusieurs heures. Par ailleurs, à Nusatu Atsinanan, d'autres habitants sont également descendus dans la rue hier, en fin d'après-midi, pour protester contre la destitution de leur chef Fuktan.
Et conformément au décret 2026-797 publié au mois de mars dernier, seul le représentant de l'État compétent est habilité à nommer les présidents de Fukuttan. Selon le statut du territoire concerné, cette nomination relève soit du préfet, soit du chef de district. Une manifestation des habitants s'est tenue à Nuspachan concernant le remplacement des présidents de Fukuttan. Le vendredi 8 mai dernier, les 32 présidents de Fukuttan du 4e arrondissement ont reçu une lettre mettant fin à leurs fonctions, tandis que 4 d'entre eux ont été rétrogradés au poste d'adjoint. Selon une source d'information, c'est le chef de district qui a convoqué les présidents de Fukuttan afin de récupérer cette lettre d'abrogation au niveau du district. Il a également été indiqué qu'une réunion devait se tenir avec le Fanilun Fanavoz à Madagascar ou FFM, mais que la passation de service entre les anciens et les nouveaux présidents de Fukuttan a été reportée pour la semaine prochaine pour des raisons d'organisation. Le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur n'a ni confirmé ni démenti ces informations, tout en rappelant le statut particulier de la province d'Antananarivo, défini dans le décret de 2026 relatif au président de Fukuttan. Ainsi, la nomination des présidents de Fukuttan relève du chef de district, tandis que pour Antananarivo, Nusu-Belleville et Sainte-Marie, cette responsabilité revient au préfet. Dans les actualités également, cela fait exactement 54 ans aujourd'hui depuis les événements populaires du 13 mai 1972, un mouvement qui a marqué l'histoire de Madagascar, né des revendications des étudiants. Retour sur cette page d'histoire dans ce reportage. Des milliers de jeunes avaient envahi l'avenue devant l'hôtel de ville. Des jeunes porteurs d'espoir, venus des universités et lycées d'Antananarivo. Soudain, les coups de feu ont éclaté, couvrant les cris des manifestants. C'est ainsi qu'a éclaté l'un des soulèvements populaires les plus marquants de l'histoire de Madagascar, le mouvement du 13 mai 1972. Plus de 40 personnes ont perdu la vie lorsque les FRS, Forces républicaines de sécurité, ont tiré sur la foule. Les blessés, eux, portent encore les séquelles de cette journée. C'est à ce moment qu'est née la place du 13 mai, une dénomination qui ne symbolise pas seulement un lieu, mais qui conserve aussi la mémoire, la lutte et surtout un état d'esprit. Selon l'histoire, le mouvement a débuté le 22 janvier avec la mobilisation des étudiants en médecine et en pharmacie de l'École supérieure de médecine de Befelatanen qui réclamaient des réformes et une amélioration de l'enseignement. En avril 1972, les étudiants d'Akatsu ont rejoint le mouvement, soutenus ensuite par leurs parents. Ils se sont levés pour réclamer l'égalité des droits face aux injustices et aux discriminations envers les étudiants malagasy. Au fil du temps, le mouvement étudiant s'est transformé en soulèvement populaire. Le rejet de ce qui était considéré comme une forme de néocolonialisme, la revendication de la malgachisation de l'éducation des enfants, ainsi que la remise en question des accords conclus avec la France sur les plans administratifs et diplomatiques, avait conduit la population dans les rues. De nombreuses personnes ont été arrêtées, des médecins, des prêtres, des étudiants, ainsi que des parents d'étudiants qui dirigeaient le mouvement. Ils n'ont même pas été retenus à Antananarivo, mais envoyés à Nuslava dans la nuit du 12 mai 1972. Le 13 mai 1972 tombait un samedi. Ce jour-là, les manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel de ville et l'élan de la contestation ne s'est pas arrêté là. Le mouvement s'est propagé dans plusieurs chefs-lieux de province à travers le pays, notamment à Madzang, où la tension était particulièrement vive. 54 ans plus tard, la lutte et les vies sacrifiées lors du 13 mai 1972 restent profondément gravées dans les mémoires des Malagasy.
En économie, seulement 20% des entreprises regroupées au sein du syndicat des entreprises de Madagascar, ou SIM, évoluent actuellement dans l'exportation des produits transformés, selon les déclarations de son président ce jour. En cause, des infrastructures encore insuffisantes pour répondre aux exigences internationales. Reportage sur les images de Yves Janel. Vanille, textile, huile essentielle, cacao, ressources minières et produits de la mer. Madagascar dispose de nombreux produits recherchés à l'étranger. Pourtant, beaucoup d'entreprises malagasy hésitent encore à se lancer dans l'exportation, à l'image de cette société spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques et de chocolat. Pour le moment, on fonce dans le local. On n'a jamais pensé à exporter, c'est encore à voir. Les problèmes d'infrastructure, notamment l'électricité et les routes, les normes internationales, ainsi que les capacités de production, constituent encore des freins pour les entrepreneurs. Malgré cela, certaines structures accompagnent les petites entreprises dans le domaine de l'exportation. Justement, c'est de faire rayonner un peu le savoir-faire malgache à l'international. Il y a un sujet justement qui était très intéressant hier ici pour les PME. C'est vraiment les PME qu'on souhaite soutenir en fait. Justement, comment faire pour que les PME puissent exporter autre chose que les mines et la vanille. Voilà, donc on veut vraiment mettre en avant en fait, les différents savoir-faire des produits authentiques de Madagascar. Souvent ils ont le produit, mais justement ils ont tellement de blocages, tellement de barrières à l'exportation, alors qu'il y a un client qui cherche le produit qu'il a. Donc nous on est le passage en fait entre les jeunes PME et les clients finaux, les acheteurs européens, américains et en Arabie Saoudite. Voilà. Pour le président du syndicat des industries de Madagascar, le pays devrait davantage transformer ses matières premières avant de les exporter afin de générer plus de revenus. Néanmoins, les normes internationales doivent être respectées pour permettre aux produits malagasy de rester compétitifs sur le marché mondial. Nous ayons beaucoup plus de produits exportables pour que nos coûts de revient et nos coûts marginaux soient bénéfiques pour les entreprises, car plus nous produisons, plus le coût marginal va baisser. Donc, il faut encourager les entreprises locales, les industriels locaux, à vraiment se tourner vers l'exportation. Néanmoins, il faut maintenant que nous faisions face à des problèmes d'infrastructure majeurs. Quand je parle de l'électricité, quand je parle de l'eau, quand je parle des infrastructures routières, pour que nous puissions avoir facilement des matières premières, tout cela nécessite vraiment des efforts pour Madagascar, pour que nous ne soyons plus un pays exportateur de matières premières, mais plutôt avec des exportations de produits transformés et qui nous va donner plus de valeur ajoutée. Selon ce responsable, le soutien de l'État à l'égard de l'industrie malagasy doit également être renforcé. La France représente encore 17,7% des exportations malagasy, suivi des États-Unis avec 15,4%, de la Chine 10,5%, de la Corée du Sud 7,2%, du Japon 6,9%, de l'Inde 6,3%, des Pays-Bas 5,4%, de l'Afrique du Sud 3,7%, du Canada 3,7% et de l'Allemagne 3%. Côté santé, à l'occasion de la Journée mondiale des infirmiers célébrée hier 12 mai, l'Ordre des infirmiers de Madagascar a organisé une consultation médicale gratuite au sein du CHRR à Mbouvumbe-Andjoui. Dépistage du diabète, dépistage du VIH-Sida, consultation ophtalmologique ainsi que suivi de la santé des femmes enceintes. Une distribution d'aliments nutritifs aux mères et aux enfants a également été effectuée. Les festivités se sont poursuivies par une marche à travers la ville avant de se terminer par un repas de fraternité. Côté sport, depuis la semaine dernière, Antirabé accueille le championnat de la section Antirabé 1 de foot 2e division. Dimanche dernier, le FC Cousin Sport a affronté le Racing Club de Mazine au stade de l'Ensoua. 11 équipes participent à cette compétition disputée uniquement en match aller et les 4 meilleures équipes se qualifieront pour les demi-finales. Reportage de Jameson Ranjanarman de Viva Antirabé.
Le championnat de la section Intirabe 1 de foot de 2e division se déroule actuellement à Intirabe. Dimanche dernier, le FC Cousin Sport et le Racing Club de Maazine se sont confrontés au stade de l'Ensou. Le match a été très disputé. Malgré un carton rouge reçu quelques minutes après le début de la rencontre, obligeant le Racing Club de Maazine à jouer à 10, l'équipe a tenté de maintenir son organisation tactique. Le FC Cousin Sport a ouvert le score en premier, mais le RCM n'a pas baissé les bras et a obtenu un pénalty en seconde période. Les deux équipes se sont finalement quittées sur le score de 1 but partout à l'issue du temps réglementaire. Le Racing Club de Maazine affiche une bonne préparation malgré sa première participation à cette compétition. Les consignes du staff technique et des dirigeants semblent avoir été bien assimilées. Le RCM prépare actuellement son prochain match. À noter que 11 équipes participent à ce championnat de la sélection Intirabe 1 de foot de 2e division. Tous les matchs se jouent en aller simple et les 4 meilleures équipes de chaque groupe accéderont aux demi-finales. On passe à présent aux actualités internationales. Site mythique du tourisme du bout du monde, la ville d'Ushuaia, en terre de feu argentine, se débat tant bien que mal avec un soupçon, celui d'être la source du foyer d'hantavirus. Le MV Andius étant parti de son quai le 1er avril dernier. France 24. En face du port d'Ushuaia, terre habitée la plus au sud de la planète, un panneau annonce la fin du monde. Ici, la saison touristique s'achève. La région de la Terre de Feu voit passer 150 000 visiteurs par an. Des touristes qu'elle tient rassurés. Le bateau de croisière qui a fait connaître au monde entier l'hantavirus est bien parti d'ici, mais la zone n'est pas un foyer infectieux. La Terre de Feu ne présente pas de cas d'hantavirus et n'a enregistré aucun cas depuis 1996. Et sa province voisine, Santa Cruz, n'a enregistré aucun cas depuis 7 ans. Sur place, les paysages font oublier les tumultes du monde. Les gens ne parlent pas beaucoup du problème et ça ne donne pas du tout l'impression d'un quelconque chaos. L'ambiance est très calme. Nous ne sommes pas inquiets à propos de ce virus parce qu'il y en a partout et il semble que ce soit un cas isolé. Nous n'avons pris aucune précaution. L'Argentine connaît régulièrement des épidémies localisées d'hantavirus, mais les foyers habituels de sa maladie sont plutôt au centre et au nord du pays, à des milliers de kilomètres de là, comme dans la province montagneuse de Neuquén, à l'autre bout de la Patagonie. Le couple de touristes néerlandais suspecté d'avoir embarqué à bord du MV Ondius infecté par la maladie avant d'y succomber, a d'ailleurs visité cette région. Comme ils étaient à Neuquén, l'idée est peut-être d'identifier certains endroits qui pourraient présenter un intérêt. Il s'agit de recherches préliminaires qui pourraient déboucher sur une étude prochainement. Chaque année, l'Argentine recense entre 50 et 100 cas d'hantavirus. En moyenne, moins de 40% des patients succombent à la maladie. Donald Trump est attendu ce jour à Pékin pour y rencontrer son bon ami Xi Jinping et a assuré que sa visite sera fructueuse en dépit de leur désaccord sur la guerre au Moyen-Orient, le commerce et le Taïwan. France 24. Sur le perron de la Maison-Blanche, Donald Trump apparaît tout sourire avant de s'envoler vers la Chine. Face aux journalistes, il n'hésite pas à expliquer tout le bien qu'il pense de son homologue chinois et notamment de sa gestion de la guerre en Iran et du blocus du détroit d'Ormuz. Il a été relativement bon, pour être honnête. Il n'a aucun problème avec le blocus, alors qu'une grande partie de leur pétrole provient de là. C'est un bon ami, quelqu'un avec qui je m'entends bien. Vous verrez que ce sera un super voyage et que plein de bonnes choses en ressortiront. Pourtant, en coulisses, le président américain s'agace du manque de pression exercée par Pékin sur son allié iranien. Washington a ainsi annoncé des sanctions contre 9 entreprises et citoyens chinois accusés d'avoir fourni des composants pour les missiles iraniens. Le milliardaire américain arrive aussi en Chine avec des ambitions économiques. Les deux camps ont d'ores et déjà entamé des discussions sur le sujet à Séoul, en Corée du Sud. Et Donald Trump arrive avec 17 grands patrons, dont Elon Musk et Tim Cook. Je vais demander au président Xi, dirigeant d'une distinction extraordinaire,
d'ouvrir la Chine afin que ces personnes brillantes puissent opérer leur magie et aider à porter la République populaire à un niveau encore plus élevé. Les ventes d'armes à Taïwan devraient aussi figurer parmi les thèmes abordés. La Chine a réitéré mercredi sa ferme opposition aux ventes américaines d'armes à l'île, considérée par Pékin comme une province renégate. La Chine aborde ainsi le sommet en position de force. Face à un Donald Trump irascible et impulsif, Xi Jinping veut incarner plus que jamais la stabilité et la résilience. Pour terminer, alors que le Festival de Cannes s'ouvre sur la Côte d'Azur, la très convoitée Palme d'Or revient sous les feux de la rampe. Cette année, elle revêt une valeur matérielle encore plus grande, la flambée des cours de l'or ayant fait grimper le coût de ce trophée emblématique. France 24. Le Festival de Cannes, c'est son tapis rouge, ses strass, ses paillettes, ses vedettes venues du monde entier. Mais la star la plus convoitée, celle que tout le monde veut voir ou avoir, c'est elle, la Palme d'Or. Bienvenue à Meyrin, près de Genève. Chaque année, c'est ici, dans ces ateliers de haute joaillerie de la maison Chopard, que l'objet tant désiré est confectionné. Une palme redessinée il y a 29 ans par Caroline Schöffele. Qu'on a apporté qui est très différent de l'époque. Le tige de la palme, elle se termine dans une petite forme de cœur qui est un peu les clins d'œil au cinéma, l'amour pour le cinéma et un peu une signature de la maison Chopard. En tout, plus de 70 heures de travail sont nécessaires. Après l'injection de cette cire bleue dans un moule, le plâtre est chauffé à 760 degrés. Une fois solidifiée, la pièce est extraite en dissolvant le moule. Elle est ensuite nettoyée et traitée afin d'éliminer les impuretés. Merci beaucoup. Vient ensuite l'assemblage. Les différents éléments sont alors retravaillés, puis polis à la main. Là, en fait, je suis en train de le reprendre. Chaque feuille en or, 118 grammes en tout, pas un de plus, est alors ajustée et soudée sur la tige. Un travail d'orfèvre et une fierté pour cette prestigieuse maison. C'est une longue histoire. Je dis toujours, c'est un peu une histoire d'amour qui dure et on est ravis d'être partenaires et c'est un festival très important, peut-être les plus importants. Pour la petite anecdote, Chopard fournit chaque année au Festival de Cannes 2 palmes d'or, en cas d'ex-aequo ou de fâcheux imprévus. Cette édition touche à son terme. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.